consacré en moyenne aux jeux d'argent par chaque ménage en France, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Ce montant, bien sûr, c'est une moyenne et il masque de grandes disparités. Et ce que nous disent ces mêmes données de cet observatoire, c'est qu'une partie des joueurs les plus assidus sont aussi les joueurs les plus fragiles financièrement. 57% d'entre eux déclarent un revenu mensuel inférieur à 1 100 €. Comment les joueurs excessifs parviennent-ils à financer ces pratiques? Quelles sont les conséquences budgétaires des pratiques d'argent excessives? De quelle façon les jeunes sont-ils concernés? Et puis, comment prendre en charge les conséquences financières de ce type d'addiction? Eh bien, c'est à toutes ces questions qu'on essaiera de répondre ce soir. Alors ce soir, nous avons 5 invités, mais comme d'habitude, on va commencer par une petite introduction sonore avec le témoignage de Sébastien, qui est un ancien joueur qui a été accompagné il y a quelques années par Crésus. Je ne vous en dis pas plus sur son parcours, mais c'est l'occasion avec ce témoignage de parler de Radio Crésus, qui existe depuis 2004, qui est un studio à Strasbourg, et qui est une initiative de Crésus Alsace, et qui fait un super boulot de témoignage, de collecte, de documentation du surendettement depuis plus de 20 ans. Et c'est une radio qui est disponible en ligne, donc voilà, vous pouvez avoir accès à plein de témoignages. Pour pas qu'on passe la soirée sur le témoignage, il y a eu un montage qui a été fait, qui est un peu rapide, et du coup, on va vous le passer, et puis en même temps, vous pouvez suivre, si vous le souhaitez, en mode sous-titre, comme sur YouTube. Voilà. Donc ça dure quelques minutes, puis on se retrouve juste après pour la table ronde. Je suis en arrêt maladie, ça va bientôt faire 2 ans. Pendant mon arrêt maladie, il m'est arrivé d'être addict aux jeux en ligne. J'ai une personne qui était aussi en arrêt, parlait en fait des jeux en ligne auxquels on pouvait se faire de l'argent facilement. Vous savez, quand vous êtes en arrêt maladie, vous percevez pas le même salaire, et je me suis lancé de là-dedans. Ça a très bien commencé, c'est vraiment comme un conte de fait. J'avais une facilité de paiement de la part de ma banque, c'est-à-dire que c'est l'argent qu'on n'a pas. Et mon premier pari a commencé, j'ai mis 1 000 € et j'ai gagné 2 600 €. Du mois de juillet où j'ai commencé jusqu'au mois d'août, j'ai pu me faire un bénéfice de 10 000 €. Et vous pouvez multiplier vos gains. Si vous pariez sur un match, vous pouvez parier 3 fois, 5 fois sur le même match. Vous êtes sûr de pouvoir gagner. J'ai fait la même chose et sur un même match, j'avais commencé à miser 3 000 € sur au moins 4-5 matchs de la même rencontre et j'avais tout perdu en une journée. Ma banque, elle avait remarqué que j'avais utilisé de l'argent que j'avais pas et ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient réduire les moyens de paiement avec le stress de devoir à la banque. J'ai mis le moyen de paiement et ça passait. Et je me suis dit, je vais essayer de refaire comme auparavant. Je vais miser 1 000 € et je vais essayer de récupérer les gains que j'ai perdu et pouvoir rembourser la banque. Donc je suis passé dans 4 000 € de dette en plus. C'est 2 mois qui ont mal terminé parce qu'après par la suite j'ai eu une demande de divorce, engendré une descente aux enfers. Ça n'en valait pas la peine. J'ai plus augmenté le trou financier que je ne pensais pouvoir le renflouer. En plus on se rend pas compte qu'on est addict. J'ai des enfants, vous imaginez tout ce que j'ai dépensé, j'aurais pu offrir plein de choses, des vacances. On voit en fait que le monde n'existe plus, on se dit non, c'est 50 €, c'est 100 €, c'est 1 000 €, ces 1 000 € deviennent comme des 50 €. Et c'est à la fin que j'ai réalisé en fait que je pouvais plus continuer comme ça. Sur le plan médical, ça me faisait du bien de pouvoir en parler, parce que c'est quelque chose qui est souvent mal vu auprès de la société, que je pouvais pas dire aux gens, voilà la raison de la séparation avec ma femme est due au jeu. Après cet accompagnement par cet expert médical et surtout avec Crésus, il m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Ils m'ont remonté le moral en plus d'être accompagné par ce médecin-là. J'ai eu des pensées noires, effectivement le suicide en fait, parce que c'est pas une vie de voir ses enfants une semaine sur 2, de perdre sa vie familiale, de ne plus avoir ses amis près de soi, parce qu'on se renferme sur soi-même, parce qu'il faudrait avoir le courage déjà de pouvoir expliquer sa vie personnelle, parce qu'il y a un dossier à faire, il faut fournir ses fiches de paie, il faut reparler de pourquoi on se retrouve dans cette situation. Aujourd'hui, je peux dire que oui, une grande lueur qui est rentrée dans ma vie à travers le contact avec Crésus, sinon autrement dit, aujourd'hui, je ne serais plus là pour dire la vérité. Il faut rappeler ce qu'on appelle un joueur problématique et est-ce qu'on a une idée de combien de personnes ça concerne en France? Je trouve que le témoignage qu'on a entendu est assez éloquent sur le parcours que peuvent vivre certains joueurs. Un joueur problématique, c'est, alors je vais essayer de faire simple parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, c'est un joueur dont la pratique devient progressivement délétère. On va avoir des pertes de contrôle au début qui vont être ponctuelles et puis qui vont s'installer. On va avoir le plaisir qui disparaît pour laisser la place en fait au besoin, à la recherche de se refaire. En
Et une partie de ces joueurs problématiques va finalement tomber dans le jeu pathologique. Et on va retrouver dans le jeu pathologique tout le tableau clinique d'une addiction, au même titre que l'alcool, d'autres substances. En France, ça représente 1 400 000 personnes, dont 400 000 qui sont des joueurs pathologiques. C'est quand même important. Et il faut se rappeler une étude récente qui disait que pour un joueur excessif, c'est 6 personnes qui sont impactées. Entre l'entourage proche, les enfants, le conjoint, la famille. Donc c'est quand même considérable. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a un taux de recours aux soins qui est très faible. On a moins de 2% aujourd'hui des joueurs on va dire en difficulté qui font appel aux soins. C'est 8% par exemple sur l'alcool. Donc ça reste très très faible. Il y a des risques suicidaires qui sont accrus. Le témoignage que vous avez passé le montre. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, on pourrait se dire que à peu près un Français sur 2 qui joue à des jeux d'argent au moins une fois dans l'année. Donc on pourrait se dire que c'est finalement peu de personnes que ça concerne. Mais néanmoins, on a la responsabilité collective de protéger ces personnes, de les aider. Et je pense notamment aux jeunes, notamment les jeunes mineurs et les adultes de moins de 25 ans qui sont particulièrement vulnérables. Merci. Donc vous êtes responsable de la ligne d'écoute. Qu'est-ce qui se dit sur cette ligne d'écoute et est-ce que les enjeux vraiment financiers de retrouver l'argent du jeu sont des enjeux qui apparaissent? Aujourd'hui, on a plus de 90% des personnes qui nous appellent d'abord pour des problèmes financiers. On va retrouver des problèmes de dettes multiples, les crédits accumulés, les factures impayées, les loyers, les dettes de loyer en retard. Par contre, on note quand même depuis 2-3 ans que les personnes, elles appellent de plus en plus précocement. Ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que tout le travail qui est fait par la NJ, par les opérateurs, par les acteurs associatifs, porte ses fruits. Et même si l'aspect financier reste important, ils évoquent aussi les autres difficultés, les liens sociaux, les liens familiaux. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'encourageant. D'accord. Alors nous, on est surtout intéressés par les enjeux bancaires, crédits, etc. Est-ce que savez-vous de la façon de trouver l'argent quand on en manque dans ce contexte? Quelles sont les offres de crédit qui sont mobilisées ou quelles sont les façons de mobiliser le secteur financier pour financer sa pratique? En fait, le jeu problématique, c'est quasi systématiquement derrière des difficultés financières graves. Donc, on va avoir une escalade. Au début, les gens vont pousser dans leurs économies, et puis après, il va y avoir les crédits à la consommation, on va emprunter auprès des proches, et quand on a épuisé toutes les solutions, malheureusement, pour un certain nombre, ça va même aller jusqu'à sortir de la légalité, commettre des délits, des arnaques pour récupérer de l'argent, toujours dans l'idée de se refaire. Les crédits renouvelables, c'est évidemment le piège de beaucoup de joueurs, parce que c'est facile d'accès, parce qu'il n'y a pas de fichier centralisé qui permettrait de limiter l'accès à ces crédits. Et je crois qu'il y a quelques banquiers parmi nous, moi j'ai envie de leur dire que c'est des acteurs de première ligne qui peuvent aujourd'hui repérer le plus précocement possible en fait, les signaux qui vont leur permettre d'orienter les personnes vers des acteurs qui vont pouvoir les aider avant que la situation ne se dégrade. Alors c'est un thème qu'on va aborder à nouveau tout au cours de la table ronde, mais j'ai encore une question pour vous, c'est et peut-être que dans la salle vous avez cette question en tête, c'est mais est-ce que ces pratiques elles augmentent? Est-ce qu'il y a une grande stabilité de ces pratiques? Enfin, je ne sais pas comment on peut le mesurer, mais en tout cas, qu'est-ce que cette ligne d'écoute elle vous dit d'évolution des pratiques? Alors c'est clair que l'ouverture de l'offre de jeux en ligne a profondément fait évoluer le secteur des jeux d'argent. On note une explosion des paris sportifs, notamment chez les jeunes. Il y a aussi une augmentation de l'offre légale avec des jeux qui sont
beaucoup moins, qui ne sont pas régulés, avec parfois des offres de jeux très addictives. Un accès 24 heures sur 24, le fait que l'argent n'est pas physiquement réel, c'est des transactions numériques. Et on a en conséquence 2 fois plus de joueurs addicts depuis 2010. Donc c'est quand même, on est passé de 200 000 à 400 000 joueurs addicts. En France, c'est quand même considérable. Aujourd'hui, il y a une prise en charge possible dans l'EXAPA, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'elle est suffisante? Quelle forme elle prend? Parce que je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas idée aujourd'hui. Alors, il y a une offre d'accompagnement dans l'EXAPA, dans un certain nombre de centres hospitaliers. La difficulté, c'est que l'offre, elle est absolument pas suffisante. Vous avez énormément de zones blanches. L'EXAPA qui ont choisi de prendre en compte cette problématique, qui aujourd'hui est facultative. Tous les EXAPA ne sont pas dans l'obligation de prendre en charge les addictions comportementales et les jeux d'argent notamment. Le problème, c'est que les EXAPA aujourd'hui sont sursollicités, ils sont déjà très mobilisés sur les problématiques d'alcool, de toxicomanie, le tabac. Malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, c'est compliqué. Les délais sont parfois très longs pour avoir un rendez-vous. Et puis les modalités de prise en charge ne sont pas toujours adaptées. Je vais prendre un exemple très concret. C'est pas évident pour un joueur de se retrouver dans la même salle d'attente que quelqu'un qui vient pour de la substitution, un alcoolique, quelqu'un qui va vivre à la rue. Enfin voilà, c'est aussi très compliqué. Et je ne jette pas la pierre aux EXAPA qui font beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, clairement, c'est insuffisant. Et le taux de recours aux soins le montre. Même si la préoccupation première du joueur, c'est l'argent. L'argent, c'est le symptôme, et ce n'est pas la cause. Donc si on ne traite pas la cause, qui est le comportement, l'addiction, en fait, on ne règle pas le problème. On va juste reporter le problème en donnant de l'argent ou en solutionnant le problème financier sans régler le problème d'addiction. Si je ressens vite, c'est qu'il ne faut pas faire trop vite un dossier de surendettement. Il faut d'abord soigner l'addiction. C'est ça le message? Il faut le faire de concert. Il faut travailler ensemble pour avoir une prise en charge globale de la personne, les aspects financiers, mais aussi les aspects liés à l'addiction. Sylvie, toi, tu connais bien les pratiques des jeunes, parfois dans le monde rural et surtout des jeunes qui vivent dans les quartiers prioritaires de politique de la ville. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les jeunes que tu as rencontrés et quelles sont les pratiques de jeu qui te sont décrites aujourd'hui dans les banlieues de Toulouse? Oui, alors j'ai commencé mon étude en m'intéressant à tout type de jeunes, sans forcément cibler les jeunes de quartier. Et donc j'ai vu effectivement que les pratiques de jeu étaient développées à peu près chez tous les jeunes garçons. Donc on ne peut pas dire que c'est une pratique spécifiquement des quartiers, mais effectivement les quartiers ont été très ciblés par le marketing des opérateurs de jeux, donc ce sont des pratiques qui se sont bien développées. Et donc, alors chez les jeunes du milieu rural que j'ai pu rencontrer, donc j'ai vu que certaines pratiques étaient beaucoup plus numérisées, digitalisées, disons, liées aux crypto-monnaies, un peu liées aussi aux pratiques de jeux vidéo, etc. Et chez les jeunes de quartier que j'ai rencontrés, alors là, j'ai observé tout un continuum très divers de pratiques différentes. Alors déjà, il faut dire que les jeunes de quartier, ce n'est pas un groupe homogène. On voit quand même que les jeunes qui se disent les jeunes de quartier, qui sont peut-être les plus visibles, sont finalement une minorité. Il y a toute une partie des jeunes qui sont plus invisibles. Donc il faut être aussi prudent vigilant là-dessus. De plus en plus, les jeunes développent des pluralités de référentiels normatifs, même s'ils appartiennent au même groupe. Ça, c'est des travaux de chercheurs comme Marot et Mohamed qui le mettent bien en avant. Et donc, dans ces pratiques, on voit qu'il y a les paris sportifs, bien sûr, qui peut être lié à une passion pour le sport ou pas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, le fait qu'il y ait une pratique du foot ou quoi que ce soit derrière, ça peut être aussi une autre motivation. Il y a aussi le casino, la pratique du casino, puisque nous à Toulouse, on a peut-être la particularité d'avoir un casino qui est situé vraiment à proximité de ces quartiers.
Il y a aussi des pratiques plus informelles, clandestines, voilà, et des jeux typiques des jeux de cité, donc des jeux de rue, etc. Alors, ça existe vraiment les casinos cachés, les casinos informels, et ils visent les jeunes? On n'a pas du tout cette image. Oui, alors effectivement, c'est assez surprenant parce que c'est assez caché, hein, c'est quelque chose qui est un petit peu secret. Et donc, effectivement, j'ai remarqué que c'est pas mal de jeunes qui appartiennent finalement plus aux jeunes les plus vulnérabilisés, disons, ceux qui sont peut-être les plus en difficulté d'insertion sur le marché du travail, déscolarisés longtemps, qui peut-être ont certaines pratiques, développé certaines pratiques déviantes. Pour eux, effectivement, ces lieux de jeu informels, clandestins, sont des lieux de sociabilité spécifiques. Et tu me disais qu'il y avait des salles spécifiques pour les jeunes, avec des bonbons, des jeux simplifiés, etc. Oui, alors c'est vrai que ces salles peuvent être mises en place par des grands des quartiers et peuvent être mises à disposition des jeunes avec effectivement un frigo, des bonbons, du coca, etc. Donc il y a des formes de régulation spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et est-ce que c'est valorisant de participer à ces activités de jeu entre jeunes, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient comme ça in real life, dans des vrais casinos informels? Oui. Alors on voit qu'effectivement pour les jeunes, c'est une pratique qui est très répandue dans des entre-soi masculins et qui participe de la construction justement des masculinités populaires notamment, où justement les prises de risques de ces jeunes sont valorisées et sont un petit peu comme des rites d'acceptation dans le groupe. Et justement ne pas y participer fait courir le risque à certains justement de se trouver un peu exclus du groupe. Et donc même si certains justement ne s'intéressent pas plus que ça d'ailleurs au foot, c'est peut-être pour ça qu'ils se mettent à en faire aussi pour participer à la sociabilité du groupe. Et pour ceux qui sont justement les plus bons joueurs et qui se revendiquent un petit peu comme tels, effectivement aller jouer dans ces salles clandestines, c'est super valorisé. C'est la seule manière de prouver une forme aussi de vérité, etc. D'accord, alors je te préviens, on est là toujours avec nos enjeux de banque et de crédit. Ces jeunes qui sont bancarisés, ils utilisent quel type de service et que pensent leurs conseillers bancaires de leur pratique? Oui, alors une chose qui m'a assez surprise, en tout cas, alors j'ai fait du terrain aussi un petit peu à Paris et ce que j'ai vu à Toulouse, quand même une spécificité peut-être, je ne sais pas, il faut que je vois si c'est vraiment répandu partout, mais en tout cas, beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés font tout pour contourner les banques. En fait, notamment parce qu'à la base, il peut y avoir des problématiques d'amende. Donc certains jeunes, un jeune par exemple qui m'expliquait qu'en une journée, la police avait eu 2 000 € d'amende. Et donc, amende qu'il trouvait vraiment injuste, injustifiée. Et donc, il souhaitait vraiment, pour lui, c'était interdit de payer ça parce que c'était totalement injuste. Et donc, du coup, il ne l'a pas payé, puis il a commencé à trouver un premier emploi. Il s'est rendu compte qu'on lui ponctionnait de l'argent sur son salaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il a dit, moi maintenant c'est fini, je me retire du système bancaire. Et donc il fonctionne à partir de là avec tout ce qui est des cartes PCS, même si c'est PC de carte, on dit carte PCS. Tu peux expliquer où on trouve ces cartes? C'est quoi ce service? C'est des cartes qu'ils peuvent acheter, souvent ils achètent ça au tabac. Et en fait, il n'y a pas besoin de fournir trop d'informations sur soi. C'est anonyme, on peut déposer de l'argent et après on a une carte bancaire avec laquelle on peut effectuer des paiements. Voilà, et donc ça, ou alors aussi, ils vont fonctionner avec parfois des chèques qu'ils vont faire et s'arranger avec la maman pour qu'elle paye toujours à la place, etc. Enfin, c'est tout des systèmes, tout va passer en dehors du système bancaire. Des questions peut-être qu'on se pose, c'est mais ces jeunes, est-ce qu'ils manquent d'information et d'éducation pour tomber dans ces enjeux de jeux d'argent qui leur font perdre de l'argent quand même? Qu'est-ce qu'on peut dire? Sont des victimes? Comment tu envisages ça? Oui, c'est un petit peu difficile de répondre à un livre très tranché à cette question. Parce qu'en fait, je vois quand même qui sont quand même conscients de certaines stratégies des opérateurs de jeu, notamment, ne serait-ce que sur la question du marketing.
voilà, beaucoup de jeunes me disent mais voilà, oui, ça c'est des publicités qui sont faites pour nous, ils disent des choses qu'on pourrait dire nous, etc. Mais tout le monde les a vues, ces pubs, etc. Mais en même temps, ils sont forts, c'est le jeu du marketing. Voilà, il y a aussi une conscience de ça, et puis une conscience de se dire, mais en fait, ceux qui font les cotes, c'est pas une machine, c'est des personnes derrière, c'est des vraies personnes, ils essayent de nous avoir. Et en fait, c'est tout un jeu d'essayer d'arnaquer l'arnaqueur, quoi. Et dans tes recherches, tu vois quand même des trajectoires de sortie, ou bien il faut vraiment sortir forcément avec l'aide d'un professionnel Oui, alors je vois quand même pas mal de jeunes qui vont avoir des fois des conduites, comme je dis, un peu de binge gambling, d'aller sur un coup de tête, aller jouer énormément au casino, et puis aller un jour et retourner le lendemain, et encore le lendemain, et la même chose au tabac, etc. Et donc ils vont se dégoûter un petit peu de ça, et l'expérience va s'épuiser assez vite, ils vont dire c'est pas pour moi, parce qu'il y a aussi des croyances et des superstitions. Ceux qui ont la main blanche, ceux qui ont la main noire, ceux qui ont la maraca, ceux qui l'ont pas. Et donc, du coup, certains vont dire non, en fait, c'est pas pour moi, c'est que moi j'ai pas la chance, etc. Ça, c'est une des choses, mais il y en a d'autres. Donc, ça peut s'épuiser par lassitude, quand même. Oui, aussi, et par finalement, plus avoir d'argent. Donc Marie-Christine, quand je t'ai présentée, j'ai dit que tu étais aussi devenue la personne qui monte les dossiers de surendettement chez Crésus pour les joueurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'accompagnement que tu fais lorsque tu as affaire à un joueur ou une joueuse? Je suis conseillère budgétaire pour l'association Crésus depuis 13 ans, et donc j'accompagne les personnes qui sont en difficulté financière. Donc difficulté financière, chez Crésus, on ne va pas forcément toujours faire du dossier de surendettement. On a aussi d'autres options comme des réaménagements de crédit, etc. Mais effectivement, dans les personnes en difficulté financière, certaines ont vraiment besoin d'un dossier de surendettement pour tout simplement faire baisser la pression financière, parce qu'il n'y a plus que ça en fait qui pourrait les aider à retrouver une situation un peu plus sereine. Et donc ces joueurs, ils ont un profil d'endettement un peu différent des autres? Est-ce qu'ils ont plus de crédit? Est-ce qu'on peut tirer des grandes conclusions? Non, pas forcément en fait, parce que la définition du surendettement, c'est de ne plus pouvoir faire face à ses charges courantes. Donc forcément, il y a un petit peu tous les profils. Chez Crésus, les personnes qui rencontrent des difficultés financières suite à un excès de jeu ou une addiction, donc on les accompagne, enfin je les accompagne d'une façon dans un cadre vraiment bienveillant. En fait, et ce sont des personnes qui ont été touchées, notamment ils ont beaucoup menti, ils sont beaucoup dans la culpabilité, et donc c'est pour moi très important qu'ils aient une relation de confiance et qu'ils puissent me parler sans qu'ils sentent le moindre jugement. Voilà, il faut qu'il n'y ait aucun jugement. À partir de là, on peut faire ce qu'on fait avec tous nos bénéficiaires, c'est-à-dire un diagnostic budgétaire pour trouver ensemble des solutions pour stabiliser justement la situation budgétaire et financière. Est-ce que c'est des personnes qui te contactent et puis ensuite qui disparaissent, qui reviennent? Est-ce que c'est un peu différent des autres personnes que tu accompagnes? Alors chez Crésus, il y a plusieurs façons d'être accompagné par nous, et notamment moi j'avais développé un partenariat avec une psychiatre addictologue, et je trouve qu'on a eu c'était vraiment une façon très efficace d'accompagner les joueurs, puisque elle s'occupait de la partie justement de la pathologie, et nous Crésus on est l'hôpital financier, donc on s'occupait des dettes, ce qui fait que pour elle, c'était en tout cas pour le milieu médical, ça fait baisser la pression financière et ça lui permet de travailler sur le fond pendant que nous on stable un petit peu. Parce que j'imagine bien que en fait, les personnes, elles sont souvent vraiment harcelées au bout d'un moment parce qu'elles n'arrivent plus à payer leur crédit, leur dette, etc. Et vous avez les services de recouvrement qui appellent 3 fois par jour, 4 fois par jour, qui mettent une pression pas possible. Et donc, c'est très difficile de se concentrer sur soi-même et trouver des solutions de soins en étant constamment harcelé par les créanciers.
Alors Georges disait sous-entendait qu'il faut d'abord régler ses problèmes de santé avant de régler ses problèmes d'argent. Est-ce que je caricature. Est-ce que tu es un petit peu sur cette ligne-là également, ou bien c'est beaucoup plus parallèle je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Alors bon, on va pas faire des généralités, mais je pense que pour les personnes qui souffrent d'addiction, vraiment qui ont perdu le contrôle, je ne vois pas tellement en fait comment ils pourraient se sortir tout seuls, en fait, sans accompagnement médical et sans stabilisation financière de cet engrenage en fait. Pour moi, c'est forcément, ça va ensemble. Et donc là, on a parlé de la construction du dossier, un peu dans l'interaction entre toi et le ou la joueuse. Mais comment ça se passe avec la Banque de France? Est-ce qu'on écrit dans la lettre « Je suis un joueur, je m'excuse » et est-ce qu'il y a plus de contestation de la part des créanciers? Quel conseil tu donnes à un joueur qui en vient à déposer? Alors, je me rends compte que parfois les personnes me recontactent après une irrecevabilité, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de déposer leur dossier de surendettement tout seuls et ils n'ont pas spécifié dans la lettre qu'effectivement ils avaient entamé un cursus médical pour se faire soigner. Ils n'ont pas osé, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup, ils ont honte d'avoir fait tant de crédits, etc. Et parfois ceux qui ne l'écrivent pas noir sur blanc, qui ne disent pas que les dettes, effectivement, elles viennent du jeu et qu'ils n'ont pas entamé un parcours de soins, ceux-là, effectivement, sont souvent retoqués irrecevables par la Banque de France, qui ne comprend pas, effectivement, pourquoi la personne qui avait des ressources confortables, des charges, qu'elle s'est mise à avoir plein de crédits et on ne sait pas pourquoi faire. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'irrecevabilité, d'où l'importance d'être accompagné par nous. D'être accompagné et de l'attester. Oui, ça, de toute façon, en général, il faut. Les gens sont suivis par des psychologues, des psychiatres. On ajoute des lettres, je suis de psychiatre, etc. Les lettres, non, les psychiatres ne font pas ça, mais juste une attestation de suivi, tout simplement. Et puis, il m'est déjà arrivé de voir des lettres de médecins qui parlaient justement un petit peu plus profondément de la situation, mais en règle générale, juste une attestation de suivi, un rendez-vous au XAPA avec un psychiatre addictologue, en fait, suffisent à démontrer qu'ils ont entamé un parcours de soins. D'accord. Et alors après, imaginons que le dossier est recevable, et donc on a un échelonnement ou un effacement. Est-ce que les créanciers sont plus prompts à contester ce plan quand il s'agit d'un joueur ou pas forcément? Alors oui, ils pourraient, surtout quand il y a des effacements, ils peuvent très bien contester. Mais encore une fois, on les accompagne devant, en fait, à se présenter à une audience et donc on leur explique que, en fait, je n'ai jamais vu d'irrecevabilité de la part d'un juge comme ça. Si effectivement la personne n'est plus dans le déni, qu'elle est accompagnée, qu'elle regrette, qu'elle a un suivi, moi j'ai toujours vu au contraire de très bonnes réactions, que ce soit de la part de la Banque de France ou de la part d'un juge, si jamais il y avait une contestation. D'accord, j'ai encore une question. Que font les banques qu'est-ce que tu vois des pratiques de banque qui elles-mêmes peuvent voir que leur client est un joueur? Est-ce que tu as qu'elle le voit, ça je pense que c'est pratiquement sûr dans certains cas, bien que moi-même je me rends compte quand j'analyse les relevés de compte bancaires que c'est de plus en plus difficile de voir ce que font les gens avec leur argent. Parce que parfois, je vois, si je vois qu'une personne elle est en difficulté, elle demande de l'aide et je ne comprends pas, elle ne me dit pas qu'elle joue. Et en fait, je regarde ses relevés de compte et puis alors là, je vois qu'il y a plein de PayPal, de cartes Revolut, en fait, des choses qui ne montrent pas justement qu'il y a du jeu derrière. C'est les nouvelles. On peut masquer à son banquier, on peut avoir une stratégie de masquer à son banquier ou à ses proches et donc en même temps à son banquier les jeux d'argent, moyen d'autres formes de transfert ou d'autres outils ou d'autres néocomptes, etc. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, de toute façon, je pense que les gens qui sont un petit peu au courant, notamment pour avoir un achat de crédit, je sais que les banques, on voit qu'il y a beaucoup de
transfert de jeux, d'argent dépensé vers les opérateurs de jeux n'acceptent pas de faire un chèque crédit. Donc, il y a beaucoup de moyens de paiement qui se développent, qui fait que nous-mêmes, quand on essaye de comprendre une situation, d'analyser une situation, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Jean-Paul Efang, qui habite au Royaume-Uni, qui a fondé une start-up qui s'appelle Game Control et qui propose des services aux joueurs qui sont, comme je vous le disais, en phase de rémission. Jean-Paul, on a dit beaucoup de choses sur la situation française jusqu'ici. Est-ce que tu trouves qu'on retrouve les mêmes enjeux qu'au Royaume-Uni? Est-ce qu'au Royaume-Uni, on a encore plus de joueurs, encore plus de problèmes? Est-ce que tu peux situer le problème? Oui, tout à fait. Je tiens à m'excuser par avance de deux choses. La première, c'est que ça fait 10 ans que je suis parti de France, donc je bafouille par moment pour ces premiers mots. Et la deuxième, c'est pour vous décrire le système, je vais pouvoir vous donner beaucoup de chiffres. Au Royaume-Uni, donc 60 millions de personnes, un Anglais sur deux joue, et ça comprend les jeux que ce soit la loterie, les paris sportifs ou les jeux de casino. Et sur cette population, on a à peu près 4 millions de joueurs à problème. Et sur ces 4 millions de joueurs à problème, il y a d'un côté 1,6 million de joueurs qui sont cliniquement, qui ont un diagnostic clinique d'addiction au jeu, mais de l'autre côté, en fait, on a 3,5 millions de personnes qui ont à peu près 10 000 livres de dette à cause de leur pratique de jeu. Le système est en train de changer, puisqu'en fait, jusqu'à présent, la majorité du soutien psychologique était délivré par des associations caritatives et par le système public de santé. Donc, la capacité du système en termes de traitement était d'à peu près 20 000 personnes par an. Et vous imaginez, sur une population de joueurs à problème de 4 millions, on avait besoin de changer quelque chose. Et de l'autre côté, du côté bancaire, le régulateur financier a identifié 14 types de vulnérabilités que la population a. Certaines de ces vulnérabilités sont mentales, en termes de vulnérabilité systémique, c'est-à-dire de chômage ou le fait de ne pas avoir de famille. Et le jeu fait partie des vulnérabilités que le régulateur sur lesquelles le régulateur a mis l'accent. Et donc maintenant, les institutions financières au Royaume-Uni ont été demandées de faire plus pour accompagner les joueurs à problème. On a un phénomène qui serait peut-être encore plus développé qu'en France. Oui. Alors par rapport à ça, vous avez créé Game Control et si je comprends bien, c'est avant tout une application avec un bot, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce projet et puis nous décrire les services qui sont proposés? Un détail que j'aurais dû mentionner quand j'ai commencé, c'est qu'en fait, j'étais moi-même un joueur à problème en même temps que je travaillais en finance. Et donc quand j'ai quitté la finance il y a 2 ans, on s'est mis avec un de mes camarades de classe et on a créé cette application Game Control en se disant que les joueurs à problème ont besoin de soutien psychologique qui est disponible 24 heures sur 24. Et donc l'application qu'on a créée contient une intelligence artificielle entraînée sur les techniques de psychologie spécifiques à l'addiction et de l'argent, une partie d'entraînement à le contrôle des impulsions et à la capacité de penser à autre chose qu'au jeu d'argent. Et la dernière partie, en fait, on a développé un algorithme qui analyse les comportements financiers pour en extraire l'équivalent d'un diagnostic lié au problème avec les jeux d'argent. Et maintenant, ce qu'on fait, en fait, on s'intègre dans le système bancaire pour essayer de, comme Marie-Christine vient de le décrire, pour essayer d'accompagner les joueurs psychologiquement et financièrement en même temps. Pour être plus précis, on utilise la demande d'aide financière comme point d'entrée dans le soutien psychologique, mais seulement si la personne réussit, va au bout du soutien psychologique et nous montre qu'ils ont vraiment envie d'arrêter de jouer. Ensuite, seulement, on propose une solution financière. On va se mettre dans la peau d'un joueur. Comment il peut rencontrer votre service et qu'est-ce qu'il fait comme démarche pour y accéder, pour éventuellement connecter ses comptes? Je ne suis pas sûre d'avoir moi-même complètement tout compris, donc je fais part de mon ignorance au nom de tout le monde. Et mettez-vous dans la peau d'un joueur. En fait, c'est un peu similaire à ce qui vient d'être décrit, dans le sens où quand quelqu'un veut de l'aide financière, il faut qu'ils acceptent qu'ils aient un problème de jeu, il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont prêts à attaquer leur problème de jeu, que ce soit en se mettant sur le fichier des jeux interdits ou avec les interactions qu'ils ont dans l'application, on peut voir s'ils sont sérieux ou pas pour quitter le jeu. Et au bout de quelques semaines, quand on a plus d'informations sur eux, là on peut les aider financièrement. Les usages d'un service comme ça,
avec de l'intelligence artificielle, avec du numérique, et puis des conseils personnalisés de professionnels de santé ou des professionnels du conseil budgétaire. En fait, on vient de faire cet essai en Finlande, notre application est disponible en Finlande et au Royaume-Uni, avec un organisme qui est exactement la même chose que Crésus, mais en Finlande, où ils recrutaient des joueurs à problème qui avaient besoin d'un dossier de surendettement, leur demandaient d'utiliser l'application, et toutes les semaines, on leur disait voilà ce que l'utilisateur est en train de faire. Et si on avait l'impression que l'utilisateur ne progressait pas dans l'application, on le renvoyait vers du soutien psychologique en personne. Et en même temps, l'organisme de crédit faisait l'étude du dossier et était en train de préparer le dossier de refinancement. Et donc en fait, on a du soutien psychologique qui est disponible 24 heures sur 24 avec l'application, mais on a aussi de l'accompagnement budgétaire et financier qui est fourni par notre organisation. Je disais en introduction, ici les gens te connaissent probablement parce que tu travailles chez Creuse depuis plusieurs années, tu es responsable du pôle recherche et tu viens de terminer une étude consacrée au lien entre endettement et jeu d'argent. Et cette étude, on ne va pas tout dévoiler ce soir puisqu'elle va bientôt sortir, mais en tout cas j'aimerais t'entendre sur un point qui est le fait que tu t'es pas contenté de faire des entretiens avec des joueurs pour comprendre leur trajectoire, mais il y a plusieurs sources de données, et notamment des données bancaires. C'est bien ça. D'où est venue cette idée d'aborder le sujet à partir de données quantitatives, de comptes, enfin issues de comptes bancaires? Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet a débuté? Alors, donc, je vais faire une petite digression. D'abord, je vais rebondir sur ce qui a été dit. C'est que dans ce domaine, on a dit beaucoup de mots. On a dit honte, on a parlé de dissimulation, on a parlé de peur. Ça veut dire qu'on a une grande complexité. Comment est-ce qu'on fait pour aider et accompagner des gens qui vont se cacher, des gens qui vont même parfois avoir du mal à constater qu'il y a un problème? C'est-à-dire que là, on ne fait pas juste face à une maladie qu'on pourrait traiter facilement, on fait face à une maladie dans laquelle le diagnostic fait tellement peur qu'on va en éviter le traitement. Donc la question avec laquelle on a commencé et la question sur laquelle nous on s'est concentré, c'est comment aider ces joueurs. C'est-à-dire que pour aider ces joueurs, avant tout, il faut être capable de détecter ces joueurs problématiques. Parce qu'on est dans un cadre où le jeu récréatif, c'est quelque chose qui est accepté. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a parlé que du jeu pathologique, mais le jeu récréatif a toujours existé. Si vous lisez le rapport, vous verrez que je suis partie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a essayé d'empêcher le jeu récréatif pendant des millénaires, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'on est passé dans un système de régulation, puis de prévention. Donc comment aider ce qui est caché? Il faut le détecter, et c'est à ce niveau-là que les données bancaires sont intéressantes. On n'est pas parti bille en tête sur les données bancaires. L'idée, ça a été vraiment de comprendre comment se passe le processus d'endettement. Parce qu'on l'a dit assez au début, l'endettement, c'est un symptôme de l'addiction au jeu. Et c'est la seule addiction où l'endettement fait partie du diagnostic initial. Ça veut dire que dans le diagnostic de santé, le manuel de diagnostic sur la santé mentale, on dit qu'il faut mettre en place des processus pour trouver de l'argent alors qu'on n'en a plus. Et ça, c'est central. C'est-à-dire que les joueurs se rendent compte qu'il y a un problème quand ils n'ont plus d'argent, quand ils vont se prendre un mur financier. Ce mur, il est matérialisé par quoi? Il va être matérialisé par des blocages de comptes et par des cartes qui ne fonctionnent plus. Jusqu'à ce que ça se passe, ils n'ont pas conscience de l'ampleur de la problématique. À partir de là, on a mené une étude qualitative, puisque l'idée, c'était de voir de manière subjective pourquoi les individus s'endettent, comment ils s'endettent. Et là, on a vraiment une vision dont on a déjà parlé pas mal, mais énormément de stratégies sont mises en place, parce que la seule chose qui est importante à leurs yeux, c'est de jouer. Ça veut dire que d'abord, on va avoir une perte totale de maîtrise des montants qui sont joués. De cette perte totale des montants, ça va provoquer une désorganisation budgétaire. À partir de là, trouver de l'argent, c'est central. Comment on trouve de l'argent? On va faire des crédits à la conso. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que les emprunts aux proches étaient fortement mobilisés. En réalité, pas du tout. Parce que quand on fait un emprunt à ses proches, on doit le justifier. Donc quand ils le font, ils vont mentir. Mais quand on va passer par des crédits en ligne, on n'a pas besoin de mentir. Ils le disent, c'est tellement simple qu'en fait, on en perd la perception des montants. Et on a parlé beaucoup de dissimulation, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire l'ampleur des stratégies qui sont mises en place. On a parlé de crypto-monnaie, on a parlé de comptes en ligne. Ce qui compte, en fait, c'est que personne ne sache, personne ne voit. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais qui a cette vision de l'argent dépensé? Qui a cette vision de l'endettement et de la manière dont il se produit? Parce qu'on a l'impression que c'est très brusque. On parle tous de jeu pathologique, mais le processus, le continuum de l'addiction, passer du jeu créatif au jeu pathologique, ça va être ponctué d'un grand nombre d'indicateurs financiers
qui vont permettre de voir comment on passe d'une situation financière stable à une situation financière réellement néfaste. Alors, justement, donc, pour observer les données de compte, comment on fait? Vous avez fait un partenariat avec une banque, vous avez sélectionné des personnes qui, par exemple, ont des transactions totales. Comment vous avez fait pour identifier une population cible sur laquelle on s'est dit que ça vaut le coup de constater des flux financiers qui seraient liés au jeu? Comment on fait? Effectivement, donc on a eu un partenariat avec une néobanque. Donc l'idée, c'est qu'on a eu accès à des données bancaires en ligne de 271 442 comptes. J'avais pris des notes, mais c'est bon, je m'en rappelle. Donc on a eu accès à ces données-là et l'idée, c'est que c'était une recherche exploratoire. L'objectif, c'était que nous, on puisse voir quels sont les indicateurs qui sont présents sur les comptes. Alors on n'est pas parti des comptes bancaires pour aller en tirer de l'info. On est parti vraiment de la littérature scientifique pour voir tous les éléments qui étaient déjà utilisés comme des éléments pour prédire l'addiction au jeu. Ça va être la fréquence, ça va être le fait de jouer la nuit, mais on s'est demandé s'il n'y avait pas d'autres indicateurs de dérégulation budgétaire qui nous permettraient de détecter l'addiction au jeu plus en amont du moment où il y a le basculement, où tout s'accélère. Donc dans le cadre de ce partenariat, on a pu donc avoir accès à un très grand nombre de données et je ne vous cache pas, pour ceux qui liront le rapport, la plus grande partie, ça a été de faire le tri. Qu'est-ce qui est pertinent? Mais en tout cas, dans ces données initiales, on a pris uniquement ceux qui avaient au moins 3 opérations de jeu dans l'année sur laquelle on a mené l'étude. Malheureusement, on s'est heurté à certaines limites, c'est qu'il n'y avait pas de découverte, qu'on n'avait pas forcément l'ensemble des frais et que c'était un compte sur lequel les gens n'allaient pas faire des crédits ou des crédits à la conso. Ça veut dire qu'on a eu certains indicateurs. On a pu notamment voir que plus on joue, plus on perd. Donc c'est malheureux, mais ça vaut la peine de le dire. Néanmoins, et c'est en ça que le fait d'utiliser aussi une étude qualitative a été très intéressant, c'est qu'ils ne jouent pas pour gagner. Il y en a un qui m'a dit vraiment clairement, je ne joue pas pour gagner de l'argent. Parce que sinon, je me serais arrêtée quand j'aurais perdu. Donc ça veut dire qu'en mettant en lien l'endettement d'un point de vue objectif et l'endettement d'un point de vue subjectif, on se rend compte des moments où il y a des parallèles qu'on va faire qui ne sont pas forcément les bons. Est-ce que cette analyse des données, donc, que vous découvrirez dans le rapport qui sort très très bientôt, est-ce qu'elle nous amène à revoir autrement le phénomène et surtout est-ce qu'elle nous amène à faire de nouveaux types de préconisations? Donc effectivement, on a fait un certain nombre de préconisations qui reposent d'ailleurs tant sur l'étude quantitative, donc l'étude des données bancaires, que sur l'étude qualitative, puisqu'on a mené 9 entretiens avec des personnes qui ont joué, qui ont d'ailleurs été accompagnées par les conseillers de la plateforme, qui allaient parfois jusqu'à 1h30. Donc nos préconisations, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que jusqu'à présent, on voyait la régulation et la prévention uniquement à travers les opérateurs de jeux d'argent. C'est-à-dire que les opérateurs de jeux d'argent, il y a de l'encadrement, on va préconiser de faire des notifications, de mettre des choses en place. Malheureusement, en réalité, si on veut poser des limites sur un site de jeux d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Les joueurs, ils vont sur un autre. Ça, plus le fait que maintenant, on a tout un marché qui n'est pas, comme on l'avait dit, qui n'est pas soumis à la régulation. Donc ça veut dire que les opérateurs de jeux d'argent, ils sont limités d'abord parce qu'ils ont une vision partielle, et ensuite parce que c'est très facile de passer d'un opérateur à un autre. Donc nous, on a fait des propositions, notamment qui sont à destination des banques. Donc ces propositions, ça va être donc reposé sur l'analyse des indicateurs financiers comme prédictifs de la fragilité financière. Donc si on détecte, les banques, elles peuvent détecter, elles ont quand même une vision plus globale du sujet. Très concrètement, comme préconisation, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas entrer les indicateurs de l'addiction au jeu dans la charte client fragile? Parce que ça permettrait de dire, il y a des indicateurs financiers. On pourrait dire, c'est le RGPD, il ne peut pas le faire, mais en réalité, ce sont des indicateurs financiers, ce n'est pas des indicateurs de santé. Bon, ça, c'est qu'une des propositions, je ne fais pas toute la liste parce que ça fait 40 pages. Mais on a aussi des propositions à destination des organismes de crédit. Et ça, on a échangé tout à l'heure, on n'était pas forcément d'accord. Mais l'idée, ce serait de dire, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de ce moment de demande de crédit une occasion de proposer autre chose? Tous les gens qui demandent un crédit n'ont pas d'addiction au jeu. Néanmoins, si on propose un petit encart avec marqué « Est-ce que vous faites ce crédit pour financer vos jeux d'argent ?» On est d'accord, les gens ils vont répondre non, ils veulent leur argent. Mais si on met un petit encart de prévention en dessous en disant « D'autres solutions existent », ça serait vraiment quelque chose d'intéressant dans le sens où, et le prix Nobel qui a fait l'ouvrage sur les nudges, là, tout à l'heure, ils le disent, c'est l'occasion de faire un nudge, c'est l'occasion de passer du système émotionnel de prise de décision au système rationnel et de dire il y a une autre voie. Donc c'est vraiment pas l'occasion de contrôler, de détecter, c'est l'occasion de dire il y a autre chose qui existe, peut-être ça serait une voie intéressante.
Donc peut-être tu peux nous dire de quelle façon on peut trouver ce rapport, ou quand il sera dispo, ou quelque chose comme ça. Grâce au travail de Louise, ça sera prochainement publié sur nos réseaux. Si vous avez envie de le regarder, il y a quelques exemplaires qui sont disponibles là-bas pour être feuilletés. Et si vous avez envie de poser des questions, je suis là et j'y répondrai au mieux. Merci Célia. Merci pour ces interventions. Je suis Maxime Agator, je travaille à l'Autorité nationale des jeux, donc qui est l'autorité publique qui régule les jeux de hasard et d'argent en France. Voilà, j'ai trouvé toutes vos interventions très intéressantes, qui mentionnaient vos préoccupations qu'on a à l'autorité, puisqu'on a parmi nos missions la prévention du jeu excessif et pathologique, et notamment sur les obligations qui pèsent sur les opérateurs de jeux, puisqu'ils ont comme obligation de prévenir le jeu excessif et pathologique. Et notamment sur 3 aspects que vous avez évoqués, que j'ai trouvé très intéressants, sur le fait d'identifier à travers les comportements bancaires le jeu excessif ou pathologique. C'est effectivement quelque chose qui fait écho à ce qu'on connaît aussi du point de vue du compte joueur chez un opérateur, puisqu'ils sont tenus d'identifier les joueurs excessifs parmi leur clientèle, et on retrouve les indicateurs, je pense, que vous avez cités, qu'on trouvera dans votre étude, sur le fait de chercher à se refaire, l'augmentation des montants qui sont misés, etc., avec aussi toutes les limites que vous avez soulignées. Un autre aspect, je pense, qui est intéressant également, c'est tous les outils qui vont permettre aux joueurs de pouvoir se modérer et reprendre potentiellement le contrôle sur sa pratique de jeu, qui va aussi faire partie de la solution. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, mais les opérateurs de jeu ont l'obligation de proposer un certain nombre de modérateurs, par exemple des limites de mise hebdomadaires, des auto-exclusions. En casino, ça peut être aussi un contrat de limitation volontaire d'accès qu'on peut signer avec le casino pour restreindre totalement ou partiellement ses visites, par exemple. Il y a aussi l'interdiction volontaire de jeu qui existe auprès de l'Autorité nationale des jeux depuis 2020, qui permet de s'exclure des jeux en ligne, des jeux de casino également pour 3 ans minimum. Et donc là, aujourd'hui, on est à presque 80 000 personnes qui sont interdites de jeu en France. Et pour une partie non négligeable d'entre elles, lorsqu'elles demandent à être inscrites sur le fichier, elles témoignent du fait que c'est aussi la motivation, c'est de pouvoir retrouver une certaine marge de manœuvre financière et de pouvoir arrêter en fait la dépense de jeu qui est très pesante. Voilà, puis un dernier point que j'ai trouvé intéressant, puis je passerai la parole, c'est aussi le sujet de l'information sur sa propre pratique. Et comme vous l'avez très bien dit, en fait, les joueurs n'ont pas toujours conscience de combien ils jouent, combien ils gagnent, combien ils perdent. La mémoire peut être sélective aussi. Et c'est pourquoi on pousse aussi les opérateurs de jeu de notre côté à mettre à disposition des joueurs un tableau de bord, par exemple, qui montre sur un an combien on a gagné, combien on a perdu. Et ça, c'est essentiel parce que souvent, ils n'en ont pas conscience. Et puis, par ailleurs, on a aussi des initiatives de notre côté pour travailler sur l'éducation financière que parfois les gens ne comprennent pas toujours comment fonctionne un jeu d'argent et le fait que dans la grande majorité des cas, on perd. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours... voilà. On a une initiative notamment avec la Banque de France pour travailler sur aussi l'identification des personnes et des signes de jeu excessifs chez les personnes qui sont accompagnées par la Banque de France. En tout cas, merci pour toutes vos interventions. Et j'avais donc dans mes propositions, je me suis dit, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en lien ce comportement de jeu avec la situation budgétaire et financière de l'individu, pour que ce soit plus uniquement des indicateurs de fréquence, mais pour qu'il se rende compte des conséquences concrètes financières que ça a sur son budget, qu'il puisse indiquer ses ressources, qu'il puisse indiquer ses charges, et qu'il voit dans ses ressources et ses charges combien il dépense dans le jeu. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a une désorganisation budgétaire telle que la seule priorité, c'est de jouer. Et c'est vrai que ce basculement, je me dis, en les remettant face à la réalité financière, à leur budget, ça pourrait avoir un impact. Je veux juste ajouter un commentaire. En fait, en Angleterre, donc, on a pensé, on a essayé certaines de ces mesures, mais en fait, ils se sont rendus compte que l'une des mesures les plus efficaces, c'est d'interdire aux opérateurs, par exemple, de créer des machines à sous avec un temps entre l'action et la résolution de moins de 5 secondes, puisqu'en fait, c'est le produit le plus addictif. Et quand on regarde la population des joueurs à problème, 50% d'entre eux viennent des machines à sous parce que le délai de renforcement était de 2 secondes et maintenant ils ont passé à 5 secondes et ils ont mis une limite sur le montant qui peut être parié. Donc je comprends qu'on demande au système bancaire, venant du système bancaire, j'ai beaucoup entendu, on demande au système bancaire de faire énormément d'efforts,
Mais à la fin, si on autorise un dealer de vendre de l'héroïne, on ne peut pas dire à la banque qu'on empêche l'héroïne addict de retirer du cash. On va prendre une nouvelle question et puis on va retrouver le micro. Je voulais réagir juste sur un point, c'est quand même, on voit qu'il y a tout un écosystème autour des joueurs. Et tout l'enjeu, en fait, c'est quand même de repérer le plus précocement possible tous ces signaux, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aider la personne avant qu'elle se retrouve dans des situations dramatiques, avec parfois des passages à l'acte. On a vu dans les témoignages, mais c'est quand même, on a un taux de suicide, de tentative de suicide chez les joueurs addicts qui est très important. Bonsoir. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données ce soir, qui sont fort intéressantes. J'ai une question. Est-ce que, d'après vos expériences à chacun, vous avez des chiffres sur la part hommes-femmes? Qui sont les plus joueurs, qui sont les moins joueurs? Et surtout, à la limite, est-ce que les motivations sont différentes pour les uns ou les autres? Merci. Oui, alors c'est une pratique qui est vraiment en très grande majorité masculine. C'est pour ça que moi dans ma thèse, je fais un parallèle aussi sur la question de la construction de masculinité. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est réparti aussi en fonction de l'âge des pratiques et tout ce qui est sportif, aussi les jeux casino, etc. Paris sportif, c'est très la tranche d'âge des 18-34 ans qui vont concerner des jeunes plus urbains et plus masculins. Voilà, c'est ce qui se développe beaucoup. Il y a quand même une tendance, les filles en général dans les addictions, elles commencent bien plus bas que les garçons, mais il y a quand même une tendance à les rattraper. Oui, j'ai rencontré quelques joueuses, mais c'est vraiment assez rare. Et en fait, c'est une tendance qu'on voit aussi au Royaume-Uni, puisqu'en fait, si on regarde du point de vue marketing, le Royaume-Uni est un pays qui est très mature en termes de développement des jeux d'argent. Et donc, une fois que l'industrie et les opérateurs de jeux ont conquis la majorité du marché côté masculin, ils commencent à s'attaquer du côté féminin. Et donc maintenant, à 9h du matin, après les shows télévisés que regarde la ménagère moyenne en Angleterre, maintenant il y a des publicités pour le bingo. Et ça se reflète aussi dans la demande de soins qui est passée de 80-20% hommes-femmes à 70-30 dans les années qui viennent dans les dernières années. Une tendance qu'on remarque aussi, c'est que les femmes sont arrivées plus rapidement au niveau de jeux problématiques, mais elles demandent de l'aide plus rapidement que les hommes aussi. Donc effectivement, moi je vais juste conclure parce que sur le fond on est d'accord, j'aurais tendance à dire aussi que c'est assez compliqué de faire des statistiques absolues sur les hommes ou les femmes jouent plus parce que ça dépend vraiment du type de jeu d'argent. Maintenant sur les situations qui vont provoquer un basculement dans l'addiction au jeu, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai pu étudier sur le terrain et ça va être souvent des accidents de la vie, comme je l'ai dit, les gens ne jouent pas pour gagner de l'argent, ils vont jouer parce qu'ils ont d'autres motifs. Ça va être, il y en a qui m'ont dit j'étais au chômage, ça a été un moment de fragilité et c'est pas la personne de l'entretien. Il y a des personnes, ça va être le sentiment de solitude et d'isolement, ça va être le fait de vouloir fuir sa réalité. L'idée c'est que les motifs qui vont provoquer une addiction au jeu sont principalement psychologiques et non pas financiers. Ce qui peut paraître étrange puisqu'on est quand même dans un domaine où on se dit le but c'est de gagner de l'argent. Et là, par rapport aux hommes et aux femmes, on a quand même, je ne vais pas faire de généralité, mais il y a une problématique centrale qui va être l'isolement, la solitude. Pour les hommes, il y a aussi, ce que j'ai pu voir, c'est le besoin de se prouver quelque chose, notamment via les paris sportifs. Il y a cette idée qu'on doit renforcer son sentiment de confiance en soi. Je connais le jeu, je connais le match, je veux prouver que je sais, et pour ça, je fais des paris. Donc en vrai, il y a effectivement, je pense, des pratiques genrées de jeux d'argent. Pour le pari sportif, c'est beaucoup des hommes, mais en fonction du type de jeu, il y a des femmes aussi. Après, peut-être pour rajouter quand même ce que j'ai vu moi sur les pratiques populaires de jeunes, il va y avoir des pratiques aussi collectives qui se jouent dans des entre-soi qui sont fermés et qui excluent les filles. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Une question, est-ce qu'on connaît l'impact de l'arrivée des paris sportifs en fait, officiellement et est-ce qu'on peut en dire un peu plus parce que moi ça arrive, je crois qu'il y a
enfin, je sais pas, voilà quel en est l'impact et quelle est peut-être la part en fait sur des joueurs problématiques. Aujourd'hui, on va parler sous le contrôle de l'ANJ qui connaît les chiffres les plus. Il trouve que j'étais avec votre collègue tout à l'heure alors je dis ça de mémoire, mais on est passé de 400 à 800 millions d'euros de mise sur les jeux en ligne. Aujourd'hui, les paris sportifs et les jeux en ligne, c'est les 2 tiers en fait, de l'activité des jeux, si je ne fais pas d'erreur. C'est considérable. Chez les jeunes, c'est des pratiques qui sont vraiment très très répandues et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi de plus en plus l'offre de jeux évolue aussi avec les technologies. Il y a toute une fongibilité avec les jeux vidéo qui est en train de se faire. Et sur des publics vulnérables, et notamment les plus jeunes, on va dire jusqu'à 25 ans, on peut s'inquiéter de voir tous ces phénomènes avec des jeux vidéo qui reprennent quand même beaucoup les codes des jeux d'argent, avec des transactions financières. Le pari sportif, c'est très répandu, notamment chez les jeunes, et ça prend une part très importante. Et ces nouveaux jeux, je pense qu'il faut y être très vigilant parce que ce n'est pas vraiment des jeux d'argent, mais on va retrouver quand même tous les codes et toutes les problématiques liées aux jeux d'argent. Juste pour revenir un peu de perspective internationale, donc aux États-Unis, les jeux en ligne ont été autorisés en 2018. Depuis 2018, c'est 38 sur les 50 États qui l'ont autorisé. Et ce qu'on observe dans ces États, c'est une diminution presque 1 pour 1 entre l'argent qui est parié et la réduction des économies des ménages dans les États qui ont autorisé le jeu. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit tout de suite une augmentation de la criminalité, puisque là-bas, la statistique, c'est qu'un joueur problématique sur 2 commet un crime pour continuer à financer son jeu. On va rajouter un tout petit truc. Et c'est important aussi de voir le marketing du pari sportif. Les publicités qui sont quand même extrêmement agressives. J'ai trouvé ça très intéressant. En Seine-Saint-Denis, ils ont pris des publicités qui avaient été mises en place. Il y avait marqué tout pour la mama, quand même. Donc c'est vraiment des publicités qui sont centrées. Et en Seine-Saint-Denis, ils ont repris ces publicités, ils ont barré tout. Ils ont mis retour chez la mama. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut aussi casser le message à la base. Et par rapport aux paris sportifs et aux jeunes, j'avais eu un cas qui était très intéressant. C'était un jeune qui s'était endetté à 13 000 €. Et quand je lui avais dit, on lui a demandé si c'était une situation qui le stressait, il m'a dit non, pas du tout. Pourquoi ? Et ça, c'est un vrai problème sur la vulnérabilité des jeunes. C'est que si les jeunes ils vivent chez leurs parents, ils ont la capacité de s'endetter, mais aucune conséquence financière et budgétaire, ça veut dire que potentiellement, ils vont s'endetter énormément avant de se prendre ce mur financier. En littérature scientifique, ils appellent ça un coussin. Ils ont un coussin financier. Donc le pari sportif, c'est un marketing très violent, très centré sur des populations vulnérables. Oui, j'avais une question pour Marie-Christine. Laurent Gravel, moi je suis bénévole à Boulême. Je me posais la question notamment en ayant écouté le reportage de Sébastien tout à l'heure, où on voit que sa vie familiale a basculé, donc il devait jouer pendant qu'il était en couple. Et ma question c'était de savoir quelle est la connaissance que le conjoint a de celui qui joue. Et est-ce que c'est quelque chose, c'est un jeu solitaire, et on cache le jeu qui devient addictif jusqu'à ce que ça n'aille plus, ou est-ce que dès le départ, la personne sait que le conjoint joue et elle a également besoin, elle, d'aide pour aider son mari ou son épouse à se sevrer? Et je rajoute une petite question pour Georges. Est-ce que sur la ligne d'écoute, ce sont les conjointes qui appellent ou est-ce que ce sont les joueurs qui appellent? En tout cas, quand les personnes arrivent demander de l'aide suite à des problèmes financiers et qu'on parle justement du parcours de l'historique, les gens, souvent, ça se termine, ils n'ont plus d'argent et madame demande le divorce. La plupart du temps, c'est très conflictuel. Les gens sont dans la culpabilité d'avoir menti énormément, ils n'en peuvent plus, d'avoir menti tout le temps parce qu'à un moment donné, ils disent qu'ils ont perdu. Je me rappelle d'une dame qui m'avait raconté qu'elle avait dû dire à son mari qu'on l'avait braquée au moment où elle allait tirer de l'argent au distributeur. Et en fait, eux-mêmes, c'est vraiment à la fin, c'est pour ça que c'est aussi beaucoup de
culpabilité, beaucoup de risques de suicide parce qu'ils ont vraiment énormément menti pendant très longtemps à leur conjoint. J'ai eu la dernière fois une personne qui m'a dit que pour s'en sortir, par contre, il avait on a commencé le dossier de surendettement et que c'est sa femme, effectivement, qui allait maintenant tenir, entre guillemets, les cordons de la bourse, quoi. C'est-à-dire qu'il se reposait complètement sur elle et que, malheureusement, le couple est resté soudé et que c'est madame, effectivement, qui allait complètement gérer l'argent. Mais la plupart du temps, effectivement, ça se termine par des divorces, des séparations et c'est très douloureux au niveau familial. Que souffrir à ça complètement, c'est vraiment c'est assez terrible. Cette honte qui peut être ressentie par les joueurs. Pour répondre à votre question, on a à peu près 20% des appels qui sont passés par l'entourage et majoritairement les conjoints, qui sont quand même très démunis. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a pour un joueur, c'est 6 personnes qui sont impactées. Et évidemment, l'entourage, c'est terrible quand soit ils découvrent dans des conditions catastrophiques les dégâts qui ont été occasionnés par le jeu. Ça peut être les économies du couple qui ont été dilapidées par le conjoint qui est malade. C'est terrible. Donc, on accompagne aussi bien le joueur que l'entourage. Et souvent, quand on a même le joueur en ligne, parfois on va aussi faire un travail avec le conjoint. Le conjoint va nous appeler, on va aussi faire de la pédagogie avec le conjoint. Et autant ça peut être le fait d'avouer l'addiction, ça peut casser la famille, le couple, mais ça peut parfois aussi être l'occasion, en tout cas l'importance de l'entourage est capitale quand la personne elle décide de se soigner et c'est un facteur de réussite quand la personne est entourée, qu'il y a des proches, que les gens ont compris que c'était une pathologie, une maladie et que derrière on allait les accompagner. On va prendre 2 questions, puis ensuite on terminera les discussions autour d'un petit verre. Alors moi je suis Régine, je suis accompagnatrice budgétaire chez Crésus. Donc je ne suis pas du tout spécialisée, mais je reçois pas mal de gens en fait qui sont amenés au surendettement. Alors déjà, moi je voulais dire peut-être que c'est très parisien, parce que moi je suis à Paris, j'ai énormément de gens, c'est encore du jeu dans les bureaux de tabac. Où ils vont acheter des trucs. J'ai même eu il y a 2 ans quelqu'un en un été s'était endetté de 100 000 € dans les jeux de tabac. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement évidemment que c'est un symptôme, ça je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas être d'accord, qu'il faut qu'il fasse quelque chose à côté et tout, mais moi j'estime qu'au départ, mon problème, en tant qu'accompagnatrice budgétaire, c'est déjà de faire que le problème financier ne soit plus un problème et ne risque pas de les conduire au suicide, etc. Et donc moi, personnellement, alors après je n'ai jamais eu aucun refus de la part de la Banque de France, aucune irrecevabilité, parce qu'on avait dit qu'ils jouaient. Et je ne mets pas dedans, je ne mets pas dans la lettre le fait qu'ils soient accompagnés ou autre, parce que je ne leur demande pas à ce moment-là, parce que je les sens suffisamment mal. Moi, je ne suis pas là pour leur faire la leçon. Donc, je leur dis juste, je vous conseille d'eux, mais après, et j'ai jamais eu de retour négatif. Et je pense qu'on a besoin, mais en fait, on voit ça, il y a les jeux, mais il y a aussi les gens qui sont accros aux dépenses compulsives, etc. Ailleurs, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'ils doivent faire. Juste pour préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut distinguer un joueur qui va venir, qui va juste demander une aide financière immédiate. On sait que ça, typiquement, si on ne règle pas à côté du problème, si on ne l'accompagne pas, la personne elle va utiliser l'argent pour jouer, pour peu qu'elle gagne, on ne la renverra plus jamais. Je ne parle pas de l'aide financière, oui. C'est le surendettement. Alors après, par contre, je pense que c'est vraiment important, et c'est là où on a vraiment des synergies à trouver, d'accompagner à la fois la problématique d'un point de vue de l'addiction et du point de vue financier, parce que si on accompagne la personne pour aller mieux, mais qu'on ne l'aide pas à régler ses problèmes financiers, ça sera pas mieux. Juste pour vous donner une indication,
les personnes qui appellent à SOS Joueurs, en moyenne, et nous on parle en mois de salaire pour leur donner une notion de l'endettement, c'est 24 mois de salaire payé. Ça donne une idée de l'impact que ça peut avoir. Et on a des cas où on peut atteindre. Juste pour compléter, comme vous avez dit que voilà, vous voyez quand même pas mal de pratiques au tabac, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois, et que des travaux aussi de géographes aussi par exemple montrent bien, c'est que parce que effectivement il y a de plus en plus de pratiques digitalisées, que les lieux disparaissent, et ce qu'on voit c'est que, y compris chez les jeunes, justement il y a une superposition de ces un entremêlement entre ces pratiques numériques et les pratiques aussi en lieu de jeu, les pratiques plus individuelles, les pratiques plus collectives. Vérien, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de joueurs pathologiques qui sont mariés mariés en couple versus seuls? Parce qu'on parlait beaucoup des jeunes qui étaient très addicts au jeu. Monsieur avait posé la question de comment ça se passait par rapport aux conjoints. Et moi, je m'interroge, parce qu'une dette contractée à l'insu par un conjoint à l'insu de son conjoint, c'est une violence économique, comment l'autre, quelles sont les conséquences pour l'autre conjoint qui, j'imagine, très souvent n'a pas eu connaissance de cette dette. Là, est-ce qu'il y a vous avez des chiffres? Je n'ai pas la statistique sur le nombre de joueurs pathologiques qui sont mariés ou célibataires, mais en Angleterre, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, où ils sont en train de mettre en place un régime particulier pour les conjoints qui sont victimes d'abus économiques. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, étant donné qu'on a ce concept qu'on appelle la credit file en Angleterre, dans ce cas-là, si le joueur pathologique a contracté les crédits au nom des deux personnes, les crédits peuvent être effacés de la credit file de l'autre conjoint. Et Marie-Christine, la credit file n'existe pas en France. Oui, mais il me disait Marie-Christine, est-ce qu'il arrive que dans les dossiers, monsieur dépose seul en se disant ce sont mes dettes, ce ne sont pas celles de cette usurpation d'identité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà rencontrées? Alors oui, c'est arrivé à un monsieur qui a énormément souffert de la séparation de sa femme. Il n'a pas inclus en fait sa femme dans les crédits. Donc c'est un cas isolé, mais parce que la plupart du temps, le mari et la femme en fait ils sont solidaires. Mais c'est vrai que j'ai eu un monsieur qui a fait des crédits qu'à son nom il a déposé seul. Il y avait juste le crédit immobilier, mais ils se sont arrangés en fait ensemble. Mais effectivement, il n'avait pas emmené sa femme dans la souscription des crédits. Il les a fait tout seul parce qu'il avait un très bon salaire. Je remercie les deux invités. Je remercie SOS Famille et Crésus pour cette soirée. Puis je laisse le petit mot final à Jean-Louis. Justement, je vais être un peu plus optimiste en rappelant que Aristote disait, le philosophe, qu'il faut jouer pour apprendre à être sérieux. Ça vaut pour le gouvernement également. Donc je vous remercie infiniment. Et puis on devait sortir aujourd'hui, on n'a pas terminé, puisque vous le savez, on sort les actes de l'inclusion financière, donc des rendez-vous de l'inclusion financière. Et donc c'était 6, hein, c'est le 6e rendez-vous. Hein. Aujourd'hui, 8e, le temps passe vite. Voilà. Merci.